n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas qu'il faut faire plus d'argent. La rencontre, Gosselin, Dumont. Bonjour, Francis. Salut Mario. Alors, début décembre comme ça, mi-décembre, ça doit être la frénésie dans les ateliers du Père Noël, là où on fabrique les jouets. C'est la frénésie. En fait, je sais pas si c'est la frénésie dans les ateliers, c'est plus la frénésie dans le réseau de distribution du Père Noël. OK, en cette fait. étape-ci, je comprends. Ouais, c'est ça. Et ce qui est un peu triste, puis franchement, limite inacceptable, là, Mario, dans cet univers-là, qui est quand même un peu empreint là, du peu de magie qu'il reste là, autour de Noël, c'est qu'on a appris aujourd'hui que la compagnie Hasbro, là, qui est un des plus grands manufacturiers de jouets au monde, a décidé aujourd'hui, là, suite à la dévoilement de ses résultats financiers, de licencier 20% de ses employés. Donc, je ne sais pas s'ils vont passer un joyeux Noël là, à 10 jours de la célébration, mais donc on va mettre à pied 1100 personnes chez Hasbro. Et donc, c'est une entreprise évidemment qu'on connaît là, comme le fabricant de plusieurs jouets connus, comme Monopoly, toute la série là, de cartes Magic, The Gathering, les G.I. Joe, tout ça. Et donc, 20% de la main-d'œuvre donc, sera mise à pied. Et ce qui est un peu paradoxal, Mario, c'est qu'on a appris aussi ces dernières semaines que Walmart et Amazon, qui sont deux distributeurs là, très importants, eux connaissent une des meilleures, enfin, la meilleure période jamais vécue dans la vente de jouets. Et donc, c'est à se demander, ça fait limite, ils ne vendent certainement pas les jouets de Hasbro, peut-être ceux de d'autres compagnies, mais c'est bizarre que ce soit une période aussi faste dans l'histoire là, pour la commercialisation de jouets et de figurines. Ça soulève la question quels jouets ils vendent. Est-ce que c'est des jouets soit plus cheap fabriqués en Chine ou d'autres types de jouets carrément Lego, plus là, électroniques? Effectivement, ce qui est étonnant aussi, c'est que Hasbro, là, c'est pas une petite diminution. Là, on parle d'une baisse de 10% là, de ses ventes là, par rapport à l'année dernière. Donc, évidemment, ça a créé là, cette crise à l'interne là, de l'entreprise. Et donc, évidemment, comme je le disais, là, ça va faire en sorte de faire passer un bien triste Noël à plusieurs de ces entreprises, là, plusieurs de ces employés, pardon, là, dans les prochaines semaines. Ouais. Moins d'endettement pour les ménages au Canada? On pourrait voir ça comme un paradoxe. En fait, il y a peut-être un peu de cohérence là-dedans. Mario, je m'inclus moi-même là-dedans. Là. Tu sais, la hausse des taux d'intérêt a fait en sorte que les gens, possiblement, remboursent plus rapidement certains des prêts qu'ils ont accumulés, que ce soit leurs prêts hypothécaires ou d'autres formes de prêts. Éventuellement, quitte à liquider certains placements, là, parce que donc ça nous permet de faire payer moins d'intérêt sur une dette comme la dette hypothécaire. Grosso modo, là, c'est sûr que ça s'exprime en fraction de pourcentage, Mario, mais c'est quand même une baisse assez significative de 0,3%. Donc, le ménage canadien moyen est maintenant endetté à 181,6% de son salaire annuel. C'est ce qui veut dire une dette de près 1,82$ pour chaque dollar qui est gagné. Et donc, comme je le disais, c'est pas tellement que les Canadiens sont plus riches que possiblement qu'ils réallouent une certaine proportion de leurs épargnes ou de leur salaire là, vers la réduction de la dette. Ce qui est par contre un peu peut-être pas préoccupant, mais un contre-indicateur, Mario, c'est qu'en parallèle, même si la dette a diminué, ce qu'on appelle le service de la dette, donc c'est ce que vous payez à chaque mois, essentiellement en intérêt, ça a augmenté par rapport au deuxième trimestre. Encore une fois, c'est des fractions de pourcentage, mais donc c'est possiblement ceci explique cela. Comme le service de la dette augmente, ben, on se dit aussi bien faire réduire le capital sur lequel on doit, la dette là, et donc augmenter le capital, et donc éventuellement, là, ça se traduit par cette indication-là. C'est une bonne idée, je pense, pour plusieurs ménages, justement, de réduire cette exposition là, à la dette, Mario. Puis si on y va trimestre par trimestre là, pendant quelques années, éventuellement, ça peut libérer un petit peu là, les ménages là, de ce service-là qui peut être très coûteux. Fin de la COP 28. Ce matin, je recevais à LCN un porte-parole de Greenpeace. J'ai vu. Ouais, tu l'as vu, qui disait quand même, c'est des bonnes nouvelles, des bons engagements. Est-ce que toi, ça t'impressionne? Ouais.
Moi, écoute, Mario, une partie de ma vie, je rédige des textes, là, puis, tu sais, je devais t'avouer que de rassembler 70 000 personnes à l'autre bout du monde, une grande proportion d'entre eux en classe à faire, dans des avions, pour signer un papier de 20 pages qu'on s'est obstiné sur plein de virgules, et que tout le monde se réjouit que pour la première fois depuis 30 ans, on a dit que c'était les combustibles fossiles qui créaient le réchauffement climatique. Je trouve ça d'un ridicule comme inimaginable. Tu sais. C'est comme se rattacher à des symboles qui sont en fait complètement de la fumée. Là, tu sais. Et donc, c'est vraiment une triste affaire là, que cette conclusion-là. Puis là, tu sais, ovation debout pour le président là, de l'entreprise pétrolière. Francis, moi, j'ai vu ce matin. Aussi, ouais. Oui, mais j'ai vu ce matin le premier ministre, je pense, de l'Arabie Saoudite qui félicitait le leadership des Émirats Arabes Unis. J'ai vu que tu en avais parlé ce matin avec le délégué de Greenpeace. Par ailleurs, Mario, on est sauf, hein, puis mon cynisme est intact, comme tu peux l'imaginer. L'an prochain, la COP29 aura lieu dans un autre pétro-État, en Azerbaïdjan. Donc, on va comme enchaîner les pétro-États où on va pouvoir, à chaque année, avancer la virgule d'un mot de plus. Puis là, d'ici 10 ans, on devrait peut-être avoir un texte qui se rapproche un peu de la vérité. Ce qui est aussi singulier pour moi, Mario, c'est que, bon, sans être alarmiste ou éco-anxieux, c'est que dans le texte qui a été publié là, à la conclusion de la COP28, on parle d'une carboneutralité d'ici 2050, ce qui est dans très longtemps. Là. Je pense que selon la plupart des scientifiques, il faudrait que ça soit en 2030. Ça veut dire essentiellement, Mario, qu'on va continuer. Non, mais on va continuer à émettre davantage de carbone dans l'atmosphère pendant encore près de 30 ans. Ce qui est quand même... fait qu'on n'est pas à stabiliser la quantité dans l'atmosphère. On continue à en ajouter année après année jusqu'à ma mort, essentiellement. Et puis, à ce moment-là, on sera en carboneutralité, ce qui veut dire qu'il y aura énormément de gaz carbonique dans l'atmosphère, mais on n'aura vraiment pas commencé à diminuer cette quantité-là. Puis, comme économiste, comment ça, sans faire mon... 2050, je vais avoir 80 ans, puis j'ai l'intention de jouer encore au golf, t'es plus jeune que moi, là. Bon, on se fera des petites parties de tennis sur le bord de la plage, toi et moi, mais ceci dit, non, mais tu comprends ce que je veux dire à la fin de ma carrière. Non, je comprends. Et puis, pour moi, comme économiste, c'est toujours aussi la question des coûts, parce qu'évidemment, l'enjeu avec toute cette jérémiade là, autour des réchauffements climatiques, c'est que, bon, tous ces gens-là obsèdent sur le... Wow! La communication s'est coupée violemment. Oups, c'est revenu. Francis, tu nous entends? Oui, très bien. Oui, tu allais dire, donc on obsède sur... On obsède sur évidemment les textes, puis les grands rassemblements, puis la médiatisation, tout ça. Par contre, évidemment, il y a toute la dimension économique qui est très peu présente. Elle est présente dans les conversations de coulisses, mais 30 ans d'émissions additionnelles avec tout ce que ça va impliquer comme catastrophes naturelles, puis comme pays, puis qui vont être détruits, notamment dans le Pacifique, tous les enjeux d'immigration que ça va faire subir au pays. Ça a un coût en trillions de dollars, et ça, évidemment, on le sous-pèse pas à la lumière de nos décisions individuelles ou pays par pays. Je nous ramène il y a un angle économique. Oui, mais sur l'angle économique, je nous ramène égoïstement au Canada. Parce qu'on est quand même un pays producteur de pétrole. C'est une source de richesse importante pour le pays. T'sais, exemple, quelqu'un qui suit la bourse canadienne, là... La bourse canadienne, la valeur du dollar canadien, tout ça est lié au prix du pétrole. Quand le baril monte, tout va mieux au Canada. Quand le baril, en tout cas, pas tout, mais tu sais, c'est lié. Et mon inquiétude est la suivante. Est-ce que l'économie du Canada, on parle de transition énergétique, c'est un beau mot, mais est-ce que l'économie du Canada est robuste? Parce que là, depuis 6 mois, je lis les textes les uns après les autres, des économistes les plus sérieux qui disent la productivité est pas là. Les secteurs technologiques, on n'investit pas dedans au rythme où on devrait. Est-ce que le Canada n'est pas plus dépendant de la prospérité pétrolière qu'on le pense? Puis c'est beau de dire, nous, on est de bonne conscience, on est signataire des grands accords, mais est-ce que notre économie est robuste dans la transition pour que d'autres secteurs énergétiques, d'autres secteurs économiques forts prennent la relève, là, qu'on ne vive pas, mettons, un 20 ans là, de stagnation économique puis de perte de pouvoir d'achat de l'ensemble de la population à cause du ralentissement de ce qui est notre richesse numéro 1?
Ben, tu sais, je vais te donner une figure de style, Mario, là, c'est pas tout à fait comme ça, mais mettons un pays qui aurait une abondance pétrolière, puis le Canada est un peu dans cette situation-là. C'est sûr que si tu fais un trou dans le sol, puis qu'il y a du pétrole qui sort, puis que tu as juste à le ramasser dans un pot de yogourt, puis à le vendre, ta productivité, ton investissement en capital, ta propriété intellectuelle, tout ce qui crée de la valeur à long terme, on n'investira pas là-dedans. On va creuser des petits trous dans le sol, on va ramasser dans des pots de yogourt, puis on va le vendre. La facilité avec laquelle on s'enrichit avec le pétrole, on appelle ça en économie le syndrome hollandais, là. Ça vient de l'histoire, mais grosso modo, c'est terrible pour la productivité puis l'investissement en capital à long terme d'un pays parce qu'en fait, c'est de l'argent tellement facile que ça fait en sorte que beaucoup, beaucoup de ressources en investissement sont dirigées vers là. Puis éventuellement, ben, il n'y en a plus ou les priorités des consommateurs changent. Puis pendant ces décennies-là, ben, tu n'as pas investi en d'autres technologies, en créativité, en brevets, en toutes sortes de trucs. Puis tu te retrouves un peu le bec à l'eau. L'autre affaire, évidemment, c'est comme la demande pour les produits pétroliers sont inélastiques, c'est-à-dire leur demande elle varie pas beaucoup avec le prix. Ben, à chaque fois que le prix augmente, c'est le fun pour les producteurs albertains, mais ça fait énormément augmenter le dollar canadien, ça le maintient à des niveaux artificiellement élevés, ce qui pénalise les autres exportateurs qui fabriquent des chaises, puis des autobus jaunes, puis des boulons, puis toutes sortes, donc souvent comme les exportateurs manufacturiers du Québec. Et donc, essentiellement, d'avoir cette monnaie commune avec l'Alberta, qui est un pétro-province, c'est très défavorisant pour l'Ontario et le Québec, qui sont plutôt des créateurs de valeur à long terme intellectuel. Donc voilà, c'était mon petit éditorial. Francis, merci beaucoup. À demain. À bientôt.